Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous du Forum des rédactions. C'est un rendez-vous hebdomadaire, vous le savez, ce rendez-vous qui vous permet de suivre nos débatteurs, nos analystes politiques sur des sujets donnés. Oui, c'est vrai que l'animation de la vie politique ces temps-ci requiert beaucoup d'attention. Oui, de rebondissement en rebondissement. Aujourd'hui, chaque citoyen est situé à la participation des duos candidats à l'élection présidentielle de 2026. Oui, il ne reste que deux duos maintenant, Talata Wadahi et bien sûr le duo FCBE. Les démocrates ne participeront pas selon la décision de la Sénat en attendant sa décision définitive, mais également la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente. Le Parti des démocrates ne participera pas à l'élection présidentielle. Voilà un peu les informations pêle-mêle de dernière minute. Mais ce matin, ce n'est pas, je dis ce matin, cette émission, au cours de cette émission, ce n'est pas de cela qu'il s'agira. Nous allons parler un peu du positionnement pour les communales et législatives de 2026. Reconduire ou renouveler, voilà un peu la question à laquelle mes débatteurs vont répondre sur cette émission. Avant de vous les présenter, nous allons observer une courte pause en notifiant que c'est Marcel Yedo qui assure donc la réalisation de cette émission avec Gérard Moussa. Au son, merci d'avoir choisi notre télévision. Merci de nous avoir préférés ce soir pour une fois encore suivre le débat du Forum des rédactions. On observe la courte pause, on revient pour le débat. Eh bien, retour dans ce studio, je l'annonçais tantôt, positionnement pour les communales et législatives de 2026, reconduit ou renouvelé pour parler donc de ces candidats, de ces personnes qui ont déjà donc bénéficié d'un positionnement, soit pour briguer, pour aller à l'Assemblée nationale ou pour participer à un conseil communal en tant que conseiller, en tant que maire. Que faut-il faire? Faut-il changer les personnes? Faut-il renouveler les listes? Faut-il refaire confiance à ces personnes-là qui donc ont décidé de faire de la politique? Et cette responsabilité incombe à qui? Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir Seth, bonsoir également aux téléspectateurs et aux auditeurs de la Diaspora FM. Puisque vous avez dévoilé avec qui vous êtes sur le plateau cet après-midi, bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir Hugues et bonsoir à tous. Alors, donc nous sommes déjà en plein processus pour les listes en ce qui concerne les communales. D'ailleurs, le dépôt des listes doit commencer aujourd'hui. Nous sommes vendredi, voilà, précisément le 24 octobre. Oui, qui sont ceux-là qu'on doit positionner sur les listes? Mais avant, à qui incombe la responsabilité de positionner tel membre du parti ou tel autre? Hugues Hector Zogo. Il faut dire que c'est un jeu à la limite un peu difficile pour la plupart des partis politiques aujourd'hui, parce que le grand défi, c'est de parvenir à contrecarrer sans aucun doute, pour ce qui concerne les partis de la mouvance présidentielle, parvenir à contrecarrer l'opposition, parce que vous l'avez très bien rappelé en début de cette émission, le parti de l'opposition, les démocrates, ne se retrouvera pas pour les élections présidentielles de 2026. Et à partir de ce moment-là, le grand défi pour eux sera sans aucun doute de travailler à obtenir plus de maires et à obtenir, pourquoi pas également, plus de députés. Et donc, quand on se retrouve dans un schéma pareil, les autres partis de la mouvance présidentielle qui souhaiteraient quand même que dès qu'ils gagnent les élections présidentielles,
ils aient la possibilité de travailler un peu plus dans la sérénité et de faire passer, je vais dire, le programme de société souhaité par le candidat dans de meilleures conditions au niveau des territoires de notre pays, donc au niveau de nos différentes communes. Ces différents partis-là vont aussi, à l'opposé, souhaiter qu'ils aient la majorité des élus communaux et des élus députés à l'Assemblée nationale. Je m'excuse. Alors, quand je reviens maintenant à la question que vous posez, à qui incombe la responsabilité? C'est en l'occurrence au bureau national du parti. Au bureau national du parti, les dénominations changent. Que l'on soit dans tel ou tel autre parti, parfois on entend parler de bureau politique, parfois on entend parler de la haute direction politique. De toutes les façons, c'est la plus grande instance du parti qui normalement a le dernier mot. A le dernier mot. C'est vrai qu'en l'État, on suit un peu les différents partis politiques et on a pu se rendre compte qu'il y a des partis qui ont pu mettre en place de petits sous-comités. Et à partir de ces petits sous-comités, les candidats ou les personnes aspirant à la candidature essayent de déposer leur dossier. Maintenant, ce sous-comité-là travaille pour ressortir une première liste qu'elle soumet maintenant à l'approbation de la plus grande instance du parti. Donc, je pense quand même que, tel que ça se passe, tous les partis politiques, que ce soit ceux de la mouvance comme ceux de l'opposition, doivent pouvoir être prêts d'ici mardi, puisque c'est le mardi qui est à 0 heure, qui est le dernier délai de dépôt pour la liste des candidatures pour les élections communales. D'accord. Je me retourne vers vous, cette Atemi. Vous avez suivi Hector Zoko. Cette responsabilité incomberait au parti, mais également au bureau politique. Mais on a l'habitude de voir des listes élaborées et à la dernière minute, on change. Oui, bien sûr. Les noms. Bien sûr. Pour des raisons ou pour d'autres, on peut changer les noms. Pardon. Décidément, on a tous des chats dans la gorge. Pour des raisons... Je vous trouve de l'eau ou bien du vin? Non, ça va aller. Ça peut aller? Ça peut aller. Merci. Vous êtes aimable. Pour des raisons ou pour une autre, on peut, à la fin ou à la veille, faire de petits ajustements, faire de petits changements pour, de sorte à pouvoir mettre toutes les chances de son côté, pouvoir réussir les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Mais habituellement et de façon très organisée, les partis en leur sein définissent des comités ou des commissions ad hoc qui travaillent à pouvoir définir les différentes candidatures, établir les listes par rapport aux différentes élections. Et donc les noms sont portés, notamment par rapport au poids que fait les personnes, ou que font les personnes, puisqu'elles sont nombreuses, dans les circonscriptions électorales, et également pour satisfaire des besoins liés aux populations, notamment. Donc, les listes se feront, vous les aurez, nous les avons toujours eues, nous les aurons à nouveau, et elles seront présentées, nous verrons les personnes qui sont positionnées, nous verrons les valeurs qui sont présentées. Mais quitte à pouvoir faire les listes, il faut tenir compte d'un certain nombre à mon avis, de principes. Vous verrez certaines listes où on fait confiance totalement à la vieille classe pour des questions d'expérience, pour des questions de conquête de pouvoir, pour des questions d'habitude de terrain. On fait confiance à une certaine vieille classe. Et pour d'autres, vous voyez, on fait un melting pot, on fait un mélange de tout, de jeunes personnes, de vieilles personnes également qui sont là-dessus. Vous verrez également des listes où c'est totalement la révolution. Vous verrez que de nouvelles images, de nouvelles têtes. On apporte du sang frais, voilà, du sang frais, du sang neuf, si vous préférez cette expression, pour pouvoir aller aux affaires et mieux les gérer. Et donc, on peut s'attendre à tout par rapport à la liste, de sorte à pouvoir conquérir le pouvoir, c'est le plus important.
mais qu'elle soit faite par un bureau politique, qu'elle soit faite par une commission ad hoc ou par une autre, il faut réfléchir à faire en sorte que les personnes présentes sur cette liste-là puissent aller véritablement à la bataille, à la guerre et pouvoir la gagner. C'est ça le plus important. Donc, elles se feront les listes, nous les aurons bientôt et ensuite nous ferons les analyses et les discussions par rapport à cela. Hugues-Hector Zogo, on remarque quand même que certains partis privilégient les jeunes. Ce fut le cas, par exemple, du parti RN, par le passé qui était l'UDBN, qui en 2019 quand même a fait la part belle à la jeunesse. C'est le parti, je vais le rappeler, qui avait présenté plus de jeunes sur sa liste, mais également plus de femmes sur les listes. Aujourd'hui, quelle place accorder aux femmes sur ces listes-là qui seront présentées pour les communales ou pour les législatives? Hugues-Hector Zogo. Non, il faut faire très attention, chaque élection avec ses enjeux. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le process électoral, on essaye de tirer leçon peut-être de ses erreurs pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Ce que vous dites, c'est pertinent. Quand on regarde la plupart des partis politiques aujourd'hui au Bénin, je dis bien la plupart, on se rend compte que tous travaillent à obtenir plus de candidatures de jeunes. Puisque le vœu du chef de l'État, c'est de renouveler la classe politique. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez de nouvelles têtes, des personnes très peu connues par le passé qui faisaient de la politique. Les partis s'alignent aussi dans cette même dynamique. Quand vous prenez Moël Bénin, c'est un parti qui se réclame faire la promotion de la jeunesse. Quand vous prenez le bloc républicain conduit par Abdoulaye Biotiane, c'est un parti également qui réclame travailler pour positionner effectivement plus de jeunes. Quand vous venez au niveau de Renaissance nationale, tel que vous l'aviez si bien dit, effectivement, c'est le même constat. Maintenant, comment est-ce que le parti pourra gagner les élections avec le positionnement fait, que ce soit plus de femmes ou plus de jeunes? C'est là la grande équation. Et ça, c'est des stratégies internes à chaque parti politique. Parce que chaque parti politique connaît les failles de l'adversaire, ne nous leurrons pas. Et donc, c'est en surfant sur les failles de l'adversaire qu'on arrive aussi à faire le positionnement. Donc, je pense quand même que ce soit Renaissance nationale ou d'autres partis politiques se retrouvant dans la course pour les élections communales de 2026, travaillent d'arrache-pied pour que, au soir des résultats, on puisse dire oui, qu'ils sont arrivés quand même à faire passer leur vocation de départ. Donc pour moi, il n'y a pas encore de difficulté à ce niveau-là. D'accord. Mais quand on sait que la question de la discrimination positive est aujourd'hui réglée, nous avons entendu même des responsables de partis dire que oui, c'est réglé, mais parfois pour trouver 24 femmes pour positionner sur une liste, c'est un problème. Non, ça va. Un responsable de parti politique qui vous dit que c'est difficile d'avoir 24 femmes à positionner, ne serait-ce que sur les listes de députation ou de circonscription électorale, pour moi, c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. Le débat est ailleurs. Parce que quand vous allez effectivement au niveau des partis politiques, vous avez quand même des femmes qui sont très engagées. Les femmes sont très engagées. Mais le grand défi peut-être aussi, c'est que la sociologie ne permet pas à ce que nous puissions accorder plus de pouvoir politique à la femme chez nous. Donc ça fait que parfois, les partis politiques ont bien envie d'essayer, ont bien envie de respecter les tests et lois, mais il y a cette peur-là, et si on le faisait, est-ce qu'effectivement les populations vont nous accompagner? Donc c'est le grand défi. Sinon, les femmes au sein des partis politiques, elles sont très nombreuses. Elles ont de très bons profils d'ailleurs, mieux parfois au sein de certaines formations politiques, mieux que des hommes. Mais malheureusement, comme la sociologie ne le permet pas encore, regardez la mouvance présidentielle.
on aurait pu avoir Mariam Kabit Talata se retrouver être la candidate titulaire. Mais si la mouvance le faisait, ça pourrait, sur le plan sociologique, ne pas lui profiter. Et donc, on a préféré la laisser, par exemple, être la colistière. Quand vous parlez du plan sociologique, est-ce que ça vous voulez dire qu'on n'est pas prêt pour avoir une femme comme présidente? Non, le Bénin, à la date d'aujourd'hui... juste qu'on a une société patriarcale. Oui, aujourd'hui, le Bénin n'est pas encore... Mais on ne dit pas les mêmes choses. Parce que psychologiquement, les gens sont prêts à avoir une présidente comme... une femme comme présidente au Bénin? C'est pas évident. C'était pas évident. Maintenant, ça ne voudrait pas dire que le profil n'existe pas, le bon profil n'existe pas. Le bon profil existe, seulement que la difficulté parfois des leaders politiques qui se retrouvent à conduire les partis politiques, c'est le regard sociologique. D'accord, très bien. Le regard sociologique, on a vu dans des pays voisins où quand même les gens ont voulu, pas pays voisins, je parle des pays d'autres continents. Il y en a eu au Libéria aussi. Suivez mon regard. Au Libéria, on a eu une présidente, mais du côté des États-Unis, quand on a tenté, ça n'a pas abouti. Donc je suis un peu surpris quand vous me dites que, bon, que c'est possible au Bénin, quand lui parle de société patriarcale. Revenons au sujet du jour. Et c'est liste-là que ces partis vont proposer aujourd'hui, puisque certains de ces partis ont eu la chance déjà de participer et d'être élus. Faut-il renouveler ces listes-là ou faut-il reconduire ces mêmes personnes qui sont en train de finir un mandat au sein de ces partis? Je vais me retourner vers vous cette année. Tout dépend de la vision. Je pense qu'on est arrivé à une étape donnée. Et avant de parvenir à cette étape, il y a eu un cheminement qui a été fait. Il y a eu un travail qui a été fait. Et donc, quand on regarde la vision et qu'on regarde les choses qui sont faites et qu'on observe les personnes, si elles sont les plus adaptées pour pouvoir faire le job, il faut le leur confier. Maintenant, je suis pour l'alternance. S'il y a des personnes au sein des partis qui ont de grandes valeurs et qui sont de jeunes personnes, qui sont des personnes qui sont dynamiques et qui peuvent également faire le job, il faut également faire le refresh, en fait, actualiser, faire les mises à jour, de sorte à ce que ces nouvelles personnes puissent intégrer la barque et puis porter la vision jusqu'au bout. Donc, renouveler ou garder en fait, rafraîchir et avoir totalement une nouvelle liste, tout dépend premièrement, des partis politiques, mais surtout de ce que l'on compte faire. Il faut s'attribuer d'abord une vision, une mission, et voir dans sa troupe quels sont les meilleurs soldats qui pourront faire le job afin que cette mission-là puisse être portée jusqu'au bout. Donc, je ne suis pas dans la quête ou dans l'idée de renouveler juste parce qu'il faut renouveler. Non, il faut observer. Et tout part de l'observation. Voir ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il faut observer? Les travaux qui sont en cours. Écoutez, que ce soit pour les élections communales ou que ce soit pour les élections législatives, les personnes qui arrivent viennent faire un travail. Je prends un exemple tout simple. Je prends l'exemple de la ville de Cotonou. Vous voyez, il y a une mandature qui a travaillé et qui est en train d'arriver à terme. Une vision a été engagée. On est arrivé à un stade donné. Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? Qu'est-ce que vous voulez faire pour consolider ce qui a été fait? Cette question, c'est pour le parti ou c'est pour ceux qu'on positionne? Chaque parti doit pouvoir se poser cette question-là. Parce qu'on ne vient pas pour s'asseoir dans le fauteuil et rester là simplement. Non, on vient pour travailler. On vient pour se mettre au service d'eux. Parce que vouloir accéder aux fonctions, je veux dire, électives, que ce soit devenir conseiller, devenir maire ou devenir député, c'est un sacrifice. On vient pour travailler pour le peuple, pour la nation, pour la commune. Et donc, quand vous venez, il faut déjà avoir une vision donnée. Il faut savoir ce que vous venez apporter. Donc, c'est par rapport à cette vision-là qu'on met les hommes qu'il faut
pour qu'ils puissent faire le travail à faire de façon bien. Et donc, c'est pour ça que je suis en train de parler de vision et je pense que chaque parti politique devrait avoir une vision, devrait travailler à une stratégie de vision avant de pouvoir accéder à une fonction éligible. Donc, si ce travail préalable en amont est fait, quand on arrive, c'est plus facile de pouvoir faire le travail. Mais il ne faut pas se tromper sur les hommes qu'on positionne. C'est vrai que pour ce qui est des communes, l'élection du maire et tout le reste, c'est des tractations politiques, ça se fera après. Mais il faut déjà avoir mis la bonne personne dans la bonne commune. Voilà. Dites-moi, Hugues Zogo, est-ce qu'il n'est pas temps que les partis décident de renouveler ces personnes-là qui ont déjà brigué des mandats, même si la mission qu'elles ont eu à accomplir aux différents postes est, comment dire, est remarquable. Est-ce qu'il ne faut pas faire confiance à d'autres personnes ou bien faut-il reconduire ceux qui sont en train de finir leur mandat en fonction des objectifs fixés par le parti politique? Est-ce que faire les choses comme ça ne frustre pas les autres membres du parti politique? Alors, il faut partir du fait que ces maires qui sont en train de finir, il y en a qui ont détenu ce qu'on appelle le parrainage. Ils ont détenu le parrainage. Et le parrainage aura été utile aux candidats, donc se retrouvant actuellement dans le processus pour se faire élire prochain président de la République. Oui. Alors, si j'ai pu vous accorder mon parrainage pour que vous puissiez briguer le poste de la magistrature suprême, ça voudrait dire que j'aspire à travailler avec vous. Et de par le passé, j'étais maire d'une commune. Le mieux que je puisse demander, c'est de me retrouver, pourquoi pas, député à l'Assemblée nationale. Alors, si je ne fais pas cette ouverture, si je ne fais pas cette requête vis-à-vis de mon parti, puisque le parti va ouvrir une liste pour connaître les personnes qui veulent aller à l'Assemblée nationale. Et donc, si je ne m'inscris pas sur cette liste-là, et si le parti, au regard de ses attentes au niveau de ma commune, n'arrive pas aussi à m'inscrire sur la liste en tant que prochain député à l'Assemblée nationale, la conséquence, c'est que je serai reconduit. Donc pour moi, la quasi-totalité des maires qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de nos communes vont se retrouver reconduits pour la prochaine mandature. Je n'ai pas du tout de doute à ce niveau-là. Parce que ils ont détenu un outil politique très important. Ils auraient pu faire de défection. Ils auraient pu prendre la décision de ne pas parrainer. Parce qu'ils avaient aussi le choix de ne pas parrainer. Mais s'ils ont pu parrainer, ça voudrait dire qu'ils ont été utiles sur le plan politique aux partis politiques. Et là, on est dans une question d'intérêt politique. À partir de ce moment-là, le parti politique leur est redevable. Et la redevabilité politique, c'est on vous reconduit en tant que maire ou soit on vous positionne en tant que député à l'Assemblée nationale. Donc pour moi, si on a par exemple sur les 77 maires actuels, on a une forte possibilité d'avoir jusqu'à 70-75% capables d'être reconduits. Le reste, soit on les ressort de cet appareil de la décentralisation et on leur confie un poste à l'Assemblée nationale, quitte à faire redescendre un ancien député à l'Assemblée nationale de la mandature finissante pour qu'il se retrouve à la tête de la mairie. Parce que c'est des cas de figure qui peuvent aussi arriver. N'oubliez pas, il y a des communes aujourd'hui qui connaissent un peu plus d'extension. Quand je prends par exemple la commune de Ouida, tout ce que l'État a pu investir dans la commune de Ouida aujourd'hui fait que cette commune-là est une commune très enviée. Et très en vue. Et très en vue. Oui. C'est parce qu'elle est en vue qu'elle est enviée. Alors, bon. il y a plusieurs infrastructures sur le plan touristique. Il y a l'histoire de la ville même. Aujourd'hui, on parle de ville-musée. Une ville-musée historique. Donc, ville quoi encore? Donc, quand vous regardez cette ville, par exemple, qui est en train de connaître
un autre statut. Ça ne voudrait pas dire que de par le passé, ce n'était pas le statut reconnu à la ville. Mais toujours est-il que, quand vous prenez aujourd'hui la ville de Ouidah, par exemple, vous savez qu'il y a énormément de chiffres d'affaires qu'on peut faire pour engranger, pour permettre à ce que l'économie nationale puisse fluctuer. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus se permettre de dire, oui, on va juste reconduire le maire Christian Roquenou, par exemple. On va le reconduire à condition qu'après avoir évalué le travail qu'il a pu faire avec les autres adjoints au maire et conseillers communaux, on évalue pour voir est-ce qu'il a été effectivement à la hauteur au regard des attentes qu'on porte pour cette ville en termes de projection. Est-ce qu'il a compris la vision? Est-ce qu'il a effectivement compris? Maintenant, par exemple, si ce n'était pas le cas, on peut décider d'aller chercher un député à l'Assemblée nationale du même parti politique et le ramener à la tête de cette ville-là parce qu'on a compris que celui-là, il est plus dans cette dynamique. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça va être un travail un peu plus stratégique. Un peu plus stratégique. Ça ne voudrait pas dire que ceux qui étaient peut-être anciens maires et qui vont peut-être perdre leur poste ne seront pas repositionnés. Ne seront pas repositionnés. D'accord. Oui. Mais est-ce qu'il est possible, cet Atemi, qu'on vive encore un mercato Et quand politique? je parle de Ouidah, on a par exemple le Grand Popo qui pourrait vivre aussi le même scénario. Se métamorphoser? Se métamorphoser. Parce que quand vous regardez la route des pêches aujourd'hui, ça continue jusqu'à Grand Popo. Et quand on voit un peu l'histoire des Popos et la richesse que cette commune-là détient en termes touristiques et le regard que le président Patrice Talon, au cours de sa mandature, a porté sur le volet touristique, on se dit sans aucun doute, si le duo Romuald Ouadagni et Mariam Tchabit Talata arrivait à se faire élire par le peuple, sans aucun doute, la dynamique va se poursuivre. Et donc, ces villes stratégiques-là vont être des villes désormais sur lesquelles... Attractives, on peut dire ça. Exactement. Oui, donc, sur lesquelles il faudra beaucoup plus porter attention et ne plus laisser n'importe qui se retrouver à la tête. À la tête de ces villes, très bien. Est-ce qu'on pourrait également assister à un mercato, ce qu'on avait appelé par le passé le mercato politique, le schéma où, par exemple, le maire Luc Atropo de Boycon est devenu maire de Cotonou. Est-ce qu'il est possible que l'on assiste encore à ce genre de mercato, vu l'environnement politique actuel? Tout est possible. Qu'est-ce que vous Tout est possible. Tout dépend des ambitions. Si, Hugues l'a si bien expliqué tout à l'heure, tout dépend des ambitions. Et quand vous regardez, je le disais un peu plus tôt dans cette émission, quand vous regardez le profil de la personne, quand vous regardez la ville ou l'endroit où vous voulez l'envoyer, je vais rester par rapport aux villes pour faire une discussion communale. Quand vous regardez par exemple la ville et que vous regardez le profil de la personne, que vous trouvez que cette personne-là serait la meilleure ou la plus indiquée pour telle contrée, eh bien c'est simple. Il y a qu'à l'envoyer là-bas pour qu'elle puisse faire le job. Et on prépare, on balise le terrain pour que cela puisse se faire. Quand l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, débaucher le maire Lucas Atropo de la ville de Boycon et le ramener à Cotonou, quand l'idée avait été émise, tout le monde, enfin la plupart des personnes ont trouvé que c'était impossible à faire. Parce que Cotonou ne serait pas son environnement, qu'il ne se sentirait pas bien ici. Les gens sont allés jusqu'à sortir même une expression de chez nous. Il n'y a pas de bastion électoral, c'est ça l'expression? Non, ils ont même dit que... donc on l'amène dans ce endroit où il n'y a que de l'eau. Mais aujourd'hui, il s'en sort super bien. Il nage bien comme un poisson dans l'eau, dans Cotonou. Et je pense même sans jeter de fleurs, je pense même qu'il fait un bon mandat, en fait, en tant que maire de la ville de Cotonou. Donc, je trouve que c'est totalement possible de pouvoir arriver à ces mercatos-là, à ces changements, je dirais tactiques, étant donné que la plupart des partis politiques ont de bons coachs à leur tête. Et donc, les réflexions se feront. Vous pourrez avoir des schémas en 4-1-4-1 ou en je ne sais pas quoi. Voilà, ils sortiront les schémas qui leur plairont et ils mettront les personnes qui voudront en vedette. Mais il faudra réfléchir, et j'y tiens,
je pense qu'il est très important de pouvoir réfléchir aux visions. On quitte où pour aller où? Il ne faudrait pas qu'on recule, parce que moi, j'aurais beaucoup de regrets. Je fais partie de ces Béninois-là qui auront beaucoup de regrets de voir notre pays, dans les prochaines années, reculer plutôt que d'avancer. Vous voulez que nous allions de l'avant? Oui, aller de l'avant. Et que les choses se fassent de la meilleure des manières. Exactement. D'ailleurs, c'est ça qui justifie votre présence sur le plateau à travers ces analyses. Souvent, quand nous initions ces genres d'analyses, les gens ne font pas souvent attention parce qu'ils se disent, bon, de quoi ils parlent, mais dans quelques semaines, vous allez comprendre pourquoi, vous allez comprendre le pourquoi de cette émission, parce que pour ceux qui l'auraient suivi, ils vont comprendre beaucoup de choses. Hugues-Hector Zogo, je me retourne vers vous. Faut-il continuer par faire confiance à la vieille classe, ou il est temps que l'on donne plein pouvoir, carte blanche à la jeunesse? Alors, c'est une question assez stratégique, parce que tout de suite, dès qu'on dit qu'il faut laisser carte blanche à la jeune génération, vous savez, la jeune génération... mûre quand même. Non, elle n'est pas autant mûre. Mais elle est mûre, puisque ce sont les gens de notre génération, de moi, ma génération, qui vont monter aux affaires maintenant. La jeune génération n'est pas autant mûre en sagesse. Or, faire de la politique... Voulez-vous dire que moi, je ne suis pas suffisamment mûr en sagesse? Je ne sais pas si vous faites de la politique. Bon, d'accord. Vous savez que je ne le fais pas. Bon, voilà. Donc, c'est dire qu'il faut faire très attention. La politique, aujourd'hui, surtout sous notre tropique, exige beaucoup plus de retenue par rapport à un certain nombre de sujets d'intérêt nationaux. Je vais repartir un peu plus en arrière. Oui. Prenez les communes comme Aboumé-Calavi, Oui. Porto Novo, Oui. Parakou, Oui. Natitengu. Vous êtes en train de me citer certaines communes à statut particulier. Je parle... Mais vous ajoutez Natitengu. Oui. Je ne comprends pas. Je parle de certaines communes vraiment stratégiques. D'accord. Vous les appelez stratégiques? Oui, c'est des communes stratégiques. Je prends quelqu'un, un maire, qui est de l'opposition et qui se retrouve à la tête d'une commune comme Natitengu. Je ne sais pas si vous voyez un peu le lien. Natitengu, qui veut être une commune assez attractive pour accueillir suffisamment de touristes. Or, la présence des touristes, c'est inéluctablement la présence de la devise. Ça apporte une plus-value à l'économie nationale. Alors, dès que l'acteur se retrouve dans la posture de l'opposition, donc la première autorité de la ville, se retrouve être de l'opposition, quelle est la sagesse qui va l'animer pour qu'il comprenne que ce n'est pas de tout temps qu'on fera de la politique. Et donc, à des moments donnés, chercher à prendre langue avec le pouvoir en place pour tirer le maximum de profit pour sa commune. S'il n'a pas de la sagesse, il ne pourrait pas arriver à le faire, par exemple. Les communes dont j'ai fait mention, Porto-Novo étant la capitale, Aboumé-Calavi, deuxième grande commune du pays. Donc, ces communes-là sont des communes assez stratégiques. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire qu'il faut laisser inéluctablement ces communes dans des mains de jeunes. Quand je dis jeunes, néophytes. Des néophytes. C'est mieux. C'est mieux. Je ne parle pas de jeunes, mais pas dans les mains de néophytes. Parce qu'on peut être jeune et avoir pour autant une très bonne expérience en politique. Donc, si c'est des néophytes qu'on amène parce qu'ils ont juste le parcours technique et qu'on les mette à la tête de la commune, ça risque d'être préjudiciable au parti politique plus tard. Parce que ça va être difficile de le remplacer en cours de mandature. Vous avez vu, avec la réforme du système partisan, très peu de maires ont pu perdre leur poste au cours de cette mandature qui est en train de... Donc, dès que le parti fait son choix, même s'il arrivait qu'il y ait de difficultés, le parti est obligé de l'accompagner, de le soutenir, espérant qu'il finisse la mandature pour ne pas fragiliser la réforme
qui a été mise en place et qu'on est en train d'expérimenter. Donc pour moi aujourd'hui, on va faire très attention. Oui, c'est vrai, les sages, je les appelle comme ça les sages, ces personnes-là d'un rang social donné, d'un âge donné, qui ont peut-être déjà fait 2 ou 3 mandatures, nous allons demander certes à ce qu'on puisse les mettre en retrait pour qu'ils n'occupent pas les tout premiers postes. Mais ça ne signifie pas qu'on ne doit pas pouvoir les consulter de temps à autre pour prendre conseil. Ils peuvent être des conseillers. Ouais. Ils peuvent être les meilleurs conseillers, pourquoi pas du maire. Le maire peut prendre la décision de les nommer à titre honorifique des conseillers et de temps à autre aller vers eux, recueillir leur avis avant de tenir les sessions communales. Parce que tenir une session communale, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est comme à l'Assemblée nationale où vous deviez conduire pratiquement tous les députés en débat et chacun vient avec ses idées. Et donc, vous n'avez qu'un laps de temps pour faire passer les décisions et maintenant passer à l'action comme on le dit. Donc pour moi, il faudra qu'on fasse très attention, pas de néophytes à la tête de nos communes. Ça, c'est le grand défi qu'on va demander aux partis politiques. Maintenant, ceux-là qui auront la chance, que ce soit pour être reconduits ou pour être positionnés en tant que prochain maire, il faudrait qu'ils rêvent grand pour nos communes. Parce que nous arrivons aujourd'hui à une étape où on ne doit plus tâtonner. On a quand même fait un bon nombre d'années d'expérience au niveau de la décentralisation. Nous avons pu relever les limites. On sait désormais sur quel levier appuyer pour effectivement avoir un résultat concret. Les questions liées au jumelage avec les communes, il faut qu'on ait des personnes expérimentées. Seules les personnes expérimentées... Est-ce que les jumelages continuent? Parce que là, c'est comme si on a, comment dire, il y a eu un peu de pause. Parce qu'entre-temps, la gouvernance des communes, c'était comme si ça doit se reposer sur des jumelages. Non, le problème, c'était quoi? Au départ, quand les maires... nos maires, au niveau de la première mandature ou la deuxième mandature, ils voulaient tout le temps voyager. Voyager pour dire on est allé visiter telle autre commune, pour voir un peu comment est-ce que la décentralisation se vivait au niveau de ces régions, puisque ça faisait partie de nos premières années de décentralisation au Bénin. Et donc à partir de ce moment, il faut aller vers les autres régions où ça se vit. Et donc, ça fait que de tout temps, quand on dit le maire a quitté peut-être Cotonou pour visiter Villeneuve d'Ascq, dès que le maire vient, il dit, bon, bientôt, il y aura un partenariat, il y aura jumelage avec cette mairie ou avec cette commune. Donc, on en a tellement entendu parler. Mais avec du recul, ils se sont rendus compte que ce n'était pas aussi facile que ça. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que les maires ne font que voyager, mais ils n'ont plus la possibilité d'initier pour autant des projets de jumelage. Parce que les autres ne viennent pas pour financer inéluctablement ou de facto votre développement. Ils sont là et c'est dans une approche de partenariat gagnant-gagnant. Vous avez par exemple chez vous des valeurs culturelles. Nous amenons nos populations à découvrir vos richesses culturelles, mais en retour, nous vous apportons aussi une autre contribution qui fait la spécificité de notre commune. Donc, si vous n'avez pas des experts qui réfléchissent, qui innovent, ça va être difficile de dire voici ce que détient notre commune comme potentialité. Tous les maires aujourd'hui n'ont pas la chance de pouvoir vous sortir une carte touristique ou une carte de visite pour dire telle commune, voici ce que nous avons de meilleur que les autres communes. Donc, c'est déjà ça. C'est pourquoi il faudrait qu'on puisse travailler à positionner au niveau de ces listes-là des personnes aussi très expérimentées, capables de faire de la synthèse, capables de dire oui, sur les 77 communes, nous, notre spécificité, c'est telle chose. Regardez la région de Sey. Vous avez vu la poterie, les canaries qu'on fabrique sous forme de poterie. C'est une richesse. Ça, par exemple, ça ne se vit pas au niveau de toutes les communes du Bénin. C'est une richesse qui peut être valorisée
en termes de jumelage vers une autre commune à l'extérieur, par exemple. Quand vous prenez le sel de Djegbagi, vous n'avez pas le sel de Djegbagi à Cotonou. Vous n'avez pas le sel de Djegbagi à Bomé ou à Boïkon. Ça peut être une valeur sur laquelle, par exemple, Ouida se fonde pour ne défendre que le dossier de jumelage avec une autre commune à l'extérieur. Donc, voilà des spécificités sur lesquelles on pourrait se baser pour faire naître davantage l'esprit de jumelage. Que ça ne soit pas le maire avec les conseillers communaux qui vont juste en promenade, ils reviennent vous dire oui, on a discuté avec l'autre conseil communal, ils sont en train d'étudier pour nous faire des propositions. C'est vous qui partez avec la proposition. C'est vous qui mettez peut-être un cabinet d'expertise à contribution. Le cabinet vous sort un dossier. Vous évaluez ce que ça représente en termes d'investissement et vous allez maintenant présenter à l'autre commune. Dès qu'ils y trouvent leurs intérêts, ils pourront sans aucun doute vous accompagner sur des projets spécifiques que vous avez pu identifier pour vos communautés. Très bien. Ah ben, vous avez dit de belles choses. Merci. Ah ben, franchement, vous êtes d'avis avec moi. Qu'est-ce que vous avez à compléter? J'espère qu'il a déjà un parti parce qu'il ferait un bon maire. Merci. Hector Zogo, voilà. J'en reviens à votre question. Monsieur le maire, bonsoir. Oui. Monsieur le maire Zogo, ouais. J'en reviens à votre question. Qu'est-ce qu'il faut compléter? Nous sommes en train de faire la plénitude des choses qu'il faut avoir pour pouvoir mieux conquérir le pouvoir et mieux le gérer. Surtout mieux le gérer. Mieux le gérer. Et j'espère vivement que cette fois-ci, nous aurons été entendus par les bonnes oreilles, les bonnes personnes. Parce que, mine de rien, quand nous nous retrouvons dans cet espace-là et que nous échangeons, beaucoup de vérités sortent. De la lumière sort la plupart du temps. Donc, j'espère qu'elle pourra éblouir les personnes qui doivent être éblouies, les zones qui doivent être éblouies, afin que notre pays s'en trouve un peu plus illuminé. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? Il faudrait ajouter que, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, que des personnes qui ont de pouvoir choisir ou de pouvoir établir la liste pour les communales autant que pour les législatives, doivent réfléchir à une chose principalement. Qu'est-ce que le pays attend d'eux? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire mieux avancer les choses? C'est hyper important de pouvoir le faire. Moi, je connais des structures qui en réfléchissant, mettent en place des comités qui ne sont chargés que de réfléchir à trouver les stratégies pour avancer, pour faire avancer les choses. Donc, il faut pouvoir le faire. S'il faut faire recours à un cabinet pour sortir un bon programme, il faut le faire. S'il faut faire recours à des experts pour avoir un bon programme, il faut le faire. Il faut se donner cette peine-là. Absolument. Et c'est à partir de là, maintenant, qu'on pourra travailler. Et quand le travail est bien fait, c'est la meilleure façon de faire de la campagne ou de la publicité ou d'appeler les électeurs à voter pour soi. Si le travail est bien fait, vous n'avez pas à vous déranger. Ils voteront pour vous. Parce qu'ils ne sont pas cons, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas aveugles. Donc, il faut arrêter de pouvoir prendre un peu la population comme étant la dernière racaille et jouer sur leur tête et jouer sur leur conscience pour pouvoir avancer. Malheureusement, le peuple béninois, je veux dire même heureusement, le peuple béninois n'est plus de ce takabi-là. Même dans les hameaux, les gens réfléchissent, les gens savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, je pense que les différents partis politiques, les différents bureaux politiques des partis devraient réfléchir à pouvoir trouver la structure nécessaire, les réflexions nécessaires à mener pour établir en mieux les listes des personnes qui doivent venir les représenter pour les différentes élections à venir, notamment les municipales et les législatives, et ensuite faire en sorte que le programme d'action à exécuter remplisse totalement les conditions et les vœux du milieu dans lequel on veut l'exécuter. Hector Zogo, c'est Atemi. Je vais poser peut-être mon avant-dernière question. J'ai encore 3 questions, mais bon, je ne sais pas si le temps va nous le permettre. Faut-il continuer par aligner sur des listes des gens qui n'ont pas du tout été à l'école? Ah oui, c'est une très belle question. Ne pas aller à l'école ne signifie pas qu'on n'est pas intelligent. Ne pas aller à l'école ne signifie pas qu'on n'a pas
les aptitudes nécessaires pour penser le développement de sa localité. Quel est le taux d'alphabétisation de notre pays? Il faut partir de ces statistiques. Hein. Il faut qu'on puisse partir des statistiques du taux d'alphabétisation pour savoir si, effectivement, aujourd'hui, le nombre de personnes n'ayant pas mis pied à l'école ou n'ayant pas eu droit à l'instruction, si ce taux-là est en deçà de ceux-là qui ont été instruits. C'est une erreur que nous faisons. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui souhaitent, pourquoi pas, qu'à l'Assemblée nationale, on puisse commencer par parler nos langues nationales, même si c'est une ou deux, qu'on commence. Comme au Sénégal. Comme au Sénégal. Parce que le développement, c'est d'abord dans sa langue. Le développement... Ce n'est pas en espagnol. Non, ce n'est pas dans la langue étrangère, telle que nous le faisons aujourd'hui au Bénin. C'est vrai que nous avons la langue de travail, qui est le français. Mais il faut qu'on arrive à un moment donné à surpasser cette limite-là et à pouvoir se dire, attention, le développement se pense d'abord dans sa langue maternelle. Et donc pour moi, la question que vous posez, c'est une très belle question. Parce qu'il y a des concitoyens aujourd'hui qui vont être malheureusement confrontés à cette réalité-là. Mais jusque-là, à l'Assemblée nationale, dans les débats, on n'a vu personne prendre la parole par les fonds. Mais parce qu'il y a cette peur-là de s'exprimer en fond. Je l'ai dit, la langue de travail, c'est le français. Et c'est la langue de travail qui est, jusque-là, est utilisée à l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut décider de ce que ce ne soit plus exclusivement la langue de travail qui soit utilisée au sein de l'hémicycle. Et vous allez voir à partir de ce moment-là, déjà le simple fait Est-ce qu'on est prêt pour ça? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour ça. On n'est vraiment pas Nous prêts. sommes prêts pour Vous ça. êtes d'accord? Je pense qu'on est prêt. C'est juste que le pas n'a pas encore été posé. On manque un peu de volonté. Et ça va vous surprendre, ça va venir très vite. Très bien. La question que vous posez aurait pu servir de thème de réflexion au cœur des partis politiques, surtout en cette période sensible, où on est en train de recueillir les candidatures. Mais vous allez voir un leader qui n'a pas mis pied à l'école, mais dès qu'il prend la parole au sein de sa communauté, tout le monde le suit. C'est ça un leader, ça s'arrête là. Le leader, c'est celui qui conduit vers un idéal. Le leader, s'il ne sait pas écrire son nom et prénom. Il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas le plus important pour pouvoir écrire son nom et son prénom. Le plus important, c'est avoir une vision, en fait. Comme contribution. C'est ça. C'est ça le plus important. C'est le plus important. Regardez ce que nous avons vécu. La deuxième question. D'accord, je vous laisse aller à la deuxième question. D'accord. Est-ce que ceux qui ont dit, qu'ils vous souviennent que la législative en place, la législature en place, excusez-moi, la législature en place a écouté son mandat. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Qu'on avait dit au lieu de... Pour qu'on puisse avoir des élections générales. Merci. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour peut-être renouveler à cette députée-là le mandature? Pardon, Hugues, pardon. Je ne pense pas que ça fait partie des conditions. On verra, peut-être que d'autres viendront, d'autres seront renouvelés, qu'on pourra également faire le mercato, comme on le disait tout à l'heure. Vous verrez même des personnes quitter leur discipline et venir faire d'autres sports. Un député peut devenir maire, etc., etc. Donc, mais je ne pense pas que ce soit la condition. C'était le sacrifice à faire pour que nous puissions faire des économies dans ce qui est de l'organisation des élections dans notre pays. D'accord? Il fallait faire ce sacrifice-là, il fallait se montrer bon fils de la nation, faire le sacrifice et donner l'exemple. Donc cela a été fait. Maintenant, pour revenir un peu à la précédente question, en fait, le plus important, c'est de ne pas être dupe. Vous pouvez ne pas être allé à l'école, d'accord? N'avoir jamais mis pied à l'école, mais avoir le sens, premièrement, de la responsabilité. Deuxièmement, de la gestion. Et troisièmement, de la vision. Il y a des personnes qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui se trouvent être des gens qui ont réussi dans la vie. Parce qu'elles ont toujours eu le temps de bien penser et de bien mûrir les réflexions avant de pouvoir agir. Donc, ne pas aller à l'école peut parfois être un avantage.
cela ne signifie pas que, étant donné qu'on n'a pas été lettré, étant donné qu'on n'a pas eu tous les meilleurs diplômes de ce monde, qu'on ne peut pas faire les choses, non. Et le maire qui n'est pas allé à l'école, on va le faire asseoir dans le fauteuil du maire. Comment il va lire les documents? On peut toujours se faire accompagner des bonnes personnes. D'accord? De sorte à ce que les lectures des documents puissent se faire pour soi, de sorte à ce qu'on puisse mener les réflexions par rapport et qu'on prenne les meilleures décisions qu'il faut pour pouvoir avancer. Il y en a qui ont réussi dans des communes et qui n'avaient pas, enfin, n'étaient pas encore allés à l'école et ça a bien marché. Il y en a qui sont aujourd'hui chefs d'arrondissement et qui font avancer leurs arrondissements, même s'ils ne sont jamais allés à l'école. Il y en a même qui a une formule célèbre qui est utilisée dans ce pays donc, et qui fait avancer bien les choses. Donc je pense que ce n'est pas forcément aller à l'école, être super bien instruit qui fait qu'on puisse faire avancer les choses. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes dans un environnement socio-culturel dans lequel on donne la chance à tous pour pouvoir faire ses preuves. Donc, à nouveau, cela va se faire forcément et on va pouvoir avancer là-dessus. Hugues Hector Zogo, quel sera votre mot de la fin quand on sait que nous avons fait le tour d'horizon par rapport au positionnement pour les communales et les législatives de 2026? La question, c'était s'il faut reconduire ou s'il faut renouveler. Je pense que fondamentalement, il faudra reconduire la quasi-totalité des maires qui ont donné un très bon mandat. Ça voudrait dire qu'ils ont eu la chance de travailler avec les autres élus. Donc, de la synergie a pu permettre d'avoir du concret pour ces communes. Donc, il faut les reconduire. Par contre, des communes à statut particulier ou des communes en plein essor, il faut, même si ces maires-là ont produit de très bons résultats, il faut pouvoir identifier des personnes portant plus de rêves, plus d'ambition et les positionner. Je le souhaite vraiment parce que nous sommes arrivés aujourd'hui à un niveau au Bénin où... Nous avons amorcé le développement. Il faut aller vite maintenant. Il faut aller très vite. Plus perdre du temps. On ne va plus se retrouver dans des querelles politiques. On a pu prendre le temps nécessaire d'identifier nos limites en termes de décentralisation au Bénin. Et il faut maintenant aller à une vitesse de croisière. Ouais. Merci à vous. Quel sera votre mot de la fin? Je suis heureux que sur ce plateau et dans ce studio, nous soyons des personnes qui nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Il faut aller vite. Il est temps d'aller beaucoup plus vite, mais aller avec de la méthode et de la rigueur dans la façon de faire les choses. Et je pense que les partis politiques devraient prendre exemple sur ce que nous sommes en train de dire et faire les choses pour que demain, le Bénin se trouve encore plus grand et que le Béninois soit davantage fier d'être de ce pays-là. C'est ce que je dirais pour finir. Et surtout, lorsque les listes seront élaborées, que deux personnes ne se retrouvent pas quelque part dans une chambre enfermée pour remodifier les listes avant de les déposer. Ça, c'est très important. Oui. Voilà. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également pour l'intérêt que vous portez à notre télévision, à cette émission, le Forum des rédactions, que vous suivez, que vous aimez suivre. Merci de liker l'émission, merci de la partager sur nos différents canaux. Merci Hugues Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie. Merci Setatimi. C'est moi. Bon week-end à toutes et à tous. Nous, on n'a pas de week-end, on travaille. Donc voilà, la lutte continue. Merci à vous. Prenez soin de vous et surtout faites attention sur nos routes. Vous qui voyagez, vous qui allez fêter, que le Seigneur soit avec nous tous et à bientôt.